Référentiel de psychiatrie et d'addictologie, item 68, les troubles psychiques du sujet âgé. Grand 1, les spécificités cliniques, physiopathologiques et de l'organisation des soins de la psychiatrie du sujet âgé. Grand 2, les principaux troubles psychiques du sujet âgé. Et grand 3, psychopharmacologie et vieillissement. Les objectifs pédagogiques. Diagnostiquer les principaux troubles psychiques du sujet âgé en tenant compte des particularités épidémiologiques et argumenter l'attitude thérapeutique spécifique et planifier le suivi spécifique des principaux troubles psychiques du sujet âgé. Les points clés. Les troubles psychiatriques du sujet âgé, notamment les épisodes dépressifs caractérisés, sont souvent sous-diagnostiqués et font l'objet de prescriptions médicamenteuses parfois inappropriées. Les troubles psychiatriques du sujet âgé se caractérisent par des spécificités sémiologiques. La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées se manifestent non seulement par des altérations cognitives, mais également par des manifestations psychocomportementales dont il importe de connaître les modalités de prise en charge. Le risque iatrogène lié à l'utilisation des psychotropes est majeur chez le sujet âgé. Grand 1, les spécificités cliniques, physiopathologiques et de l'organisation des soins de la psychiatrie du sujet âgé. La psychiatrie de la personne âgée, ou gérontopsychiatrie, est une surspécialisation relativement récente de la psychiatrie, dont la définition proposée par l'OMS en 1996 indique qu'elle est une branche de la psychiatrie qui a pour objectifs généraux de dépister, traiter, évaluer, prévenir tous les types de pathologies psychiatriques du sujet âgé et leurs conséquences. La psychiatrie du sujet âgé s'intéresse non seulement aux symptômes psychocomportementaux des démences, comme les troubles neurocognitifs majeurs, mais aussi à tout trouble psychiatrique de la personne âgée, dont l'âge seuil a été fixé à 65 ans. On peut distinguer deux grands types de troubles psychiatriques chez le sujet âgé. D'une part, les troubles psychiatriques qui sont apparus à un âge plus jeune et qui évoluent avec le vieillissement, entre parenthèses la schizophrénie ou le trouble bipolaire par exemple, et d'autre part les troubles psychiatriques qui se déclarent tardivement à un âge avancé, entre parenthèses les formes tardives de schizophrénie ou de troubles dépressifs caractérisés par exemple. Comme pour la gériatrie, les spécificités du vieillissement s'appliquent à la psychiatrie de la personne âgée. Le vieillissement expose aux événements de vie de type perte, deuil, à la fragilisation tant psychologique que corporelle, à la perte d'autonomie et aux éventuelles difficultés financières. Par exemple, la forte comorbidité entre troubles psychiatriques et pathologies non psychiatriques chez le sujet âgé modifie significativement la sémiologie et la prise en charge des troubles. Ainsi, l'utilisation des psychotropes chez le sujet âgé est un véritable enjeu à la fois individuel et de santé publique, notamment en raison du risque iatrogène élevé dans cette population. Alors pour rappel, le risque iatrogène, c'est un risque qui est provoqué par un médicament ou par un traitement médical. On parle de maladie iatrogène ou de pathologie iatrogène. L'offre de soins en psychiatrie du sujet âgé est en plein essor, même s'il existe encore des disparités importantes d'un territoire à l'autre. Elle se décline donc cette offre de soins en psychiatrie se décline en unités d'hospitalisation complète dédiées, entre parenthèses unité de psychiatrie de la personne âgée, unité cognitivo-comportementale et UCC. UCC signifiant unité cognitivo-comportementale. Ensuite, l'offre de soins en psychiatrie peut se faire en hôpitaux de jour, entre parenthèses
d'évaluation pluridisciplinaire ou d'alternative à l'hospitalisation complète, et en offre de soins ambulatoires, entre parenthèses, consultation, équipe mobile, équipe de liaison. Grand 2, les principaux troubles psychiques du sujet âgé. 2.1, les troubles de l'humeur et les troubles anxieux. 2.1.1, épidémiologie. Le trouble dépressif caractérisé est une pathologie fréquente chez le sujet âgé. En population générale, on estime que 1 à 4% des personnes âgées de plus de 65 ans souffrent d'un épisode dépressif caractérisé. EDC, épisode dépressif caractérisé. Contrairement à une idée reçue, l'âge n'est pas en soi un facteur de risque de dépression. Il n'est donc pas normal de souffrir et d'être triste quand on vieillit. Néanmoins, plusieurs facteurs de risque d'épisodes dépressifs caractérisés se retrouvent préférentiellement chez la personne âgée. 2 points, les pathologies non psychiatriques, la perte d'autonomie, les événements de vie stressants, entre parenthèses décès de proches, du conjoint, changement de lieu de vie, notamment l'entrée en institution. Les patients âgés sont exposés ainsi à une sommation de facteurs de stress et de facteurs réduisant les stratégies d'ajustement. Les connaître permet de prévoir le risque d'épisodes dépressifs caractérisés et d'en assurer le dépistage précoce. En pratique, la prévalence des symptômes dépressifs considérés comme cliniquement significatifs est estimée à plus de 10% chez le sujet âgé. En outre, la plupart des patients âgés dépressifs ne répondent pas aux critères d'épisodes dépressifs caractérisés, alors même qu'ils souffrent de symptômes dépressifs invalidants, dont il a été montré qu'ils augmentent la morbimortalité et altèrent le pronostic fonctionnel et la qualité de vie. Il est possible que cette contradiction soit le fait d'un biais méthodologique lié à l'atypie symptomatique de l'épisode dépressif du sujet âgé, rendant son diagnostic standardisé plus délicat, entre parenthèses, mauvaise adaptation des critères aux particularités sémiologiques du sujet âgé. De surcroît, les études épidémiologiques tendent à montrer que l'épisode dépressif du sujet âgé n'est pas toujours bien identifié, avec près de 50% des sujets âgés dépressifs qui ne seraient pas diagnostiqués et donc non traités. Enfin, les résidents des EHPAD sont particulièrement exposés au risque de dépression, avec près de 15% d'entre eux qui souffriraient d'un épisode dépressif caractérisé et 35% qui présenteraient des symptômes dépressifs. En population générale, la prévalence des troubles anxieux du sujet âgé est évaluée à plus de 10%, le trouble anxieux généralisé et les phobies étant les plus fréquents. Il y a peu de données concernant le trouble bipolaire, mais il s'agirait d'une pathologie un peu moins fréquente chez le sujet âgé, du fait de l'effet cohorte, entre parenthèses, mortalité prématurée par suicide ou comorbidité non psychiatrique des patients bipolaires. 2.1.2 Sémiologie. 2.1.2.1 L'épisode dépressif caractérisé. Les critères diagnostiques de l'épisode dépressif caractérisé du sujet âgé sont les mêmes que pour le sujet jeune. Il existe néanmoins certaines spécificités chez la personne âgée. Le risque suicidaire est élevé, les sujets âgés représentant la tranche de la population la plus exposée au risque suicidaire. Le ratio tentative de suicide est beaucoup plus faible chez les sujets âgés, 4 sur 1, que chez les adolescents, 200 sur 1, ou qu'en population générale, 20 sur 1. Ce qui signifie que quand il passe à l'acte, le sujet âgé a une probabilité beaucoup plus élevée d'en mourir. Ainsi, tout épisode dépressif caractérisé et ou toute évocation d'idées suicidaires doit conduire à une évaluation fine du risque de passage à l'acte suicidaire. Un épisode dépressif caractérisé du sujet âgé peut s'exprimer cliniquement par des symptômes qui ne font pas évoquer de manière évidente un syndrome dépressif. Le motif de consultation
n'est en effet pas une humeur dépressive, mais des symptômes généraux d'allure non psychiatrique. Le plus souvent, 2 points, des manifestations gastro-intestinales, ostéo-articulaires, des troubles du sommeil, de l'appétit, des plaintes mnésiques. Les symptômes psychotiques ne sont pas rares dans l'épisode dépressif caractérisé du sujet âgé et sont le plus souvent des idées de préjudice, de persécution, de jalousie, de culpabilité, du registre hypocondriaque ou un syndrome de Cotard. Les symptômes dépressifs sont souvent associés à des pathologies non psychiatriques chez le sujet âgé. Cette association est bidirectionnelle, c'est-à-dire que certaines pathologies non psychiatriques, principalement les maladies neurodégénératives et les maladies cardiovasculaires, augmentent le risque de développer un épisode dépressif caractérisé, et qu'à l'inverse, un épisode dépressif caractérisé augmente le risque de survenue ou d'aggravation de certaines pathologies non psychiatriques. L'épisode dépressif caractérisé de début tardif, entre parenthèses premier épisode après 65 ans, est associé à davantage de troubles cognitifs, d'anomalies à l'imagerie cérébrale et à un risque plus élevé d'évolution vers une maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Un épisode dépressif caractérisé du sujet âgé doit être suspecté et dépisté devant une plainte d'allure dépressive, mais aussi devant des symptômes généraux d'allure non psychiatrique. Les signes d'appel les plus fréquents rapportés par le patient et ou son entourage sont les suivants. Plainte médicale d'allure non psychiatrique, douleur gastro-intestinale, articulaire, etc. Plainte anxieuse, plainte mnésique, difficulté de concentration, insomnie, perte d'appétit, amaigrissement, asthénie, désintérêt pour les activités habituelles, irritabilité, changement de comportement. Devant ces signes d'appel, la meilleure façon de dépister un épisode dépressif caractérisé est d'interroger le patient sur 2 points: la tristesse qu'il peut ressentir, ses idées de dévalorisation, de découragement, ses idées de mort, ses idées suicidaires, ses pertes récentes d'intérêt et de plaisir. Point. 2.1.2.2 Les troubles anxieux. Il existe peu de spécificités cliniques liées à l'âge pour les troubles anxieux qui répondent aux mêmes critères diagnostiques chez le sujet âgé que chez le sujet plus jeune. Le trouble panique est plus rare chez le sujet âgé et comme chez l'adulte jeune, ne doit pas faire méconnaître une pathologie non psychiatrique sous-jacente. Syndrome coronarien, trouble du rythme cardiaque, embolie pulmonaire. 2.1.2.3 Les troubles bipolaires et dépressifs récurrents. L'épisode dépressif caractérisé du sujet âgé peut s'inscrire dans le cadre d'un trouble bipolaire ou d'un trouble dépressif récurrent. Ainsi, 15 à 20% des troubles bipolaires sont diagnostiqués après 55 ans. Comme chez l'adulte jeune, la prise en charge n'est pas la même en cas d'épisode dépressif caractérisé isolé ou en cas de trouble uni ou bipolaire. La présentation clinique du trouble bipolaire du sujet âgé diffère peu de celle de l'adulte jeune. En pratique, dépression mineure subsyndromique, dysthymie et troubles de l'adaptation. La dépression mineure ou subsyndromique est fréquente chez le sujet âgé. Elle se caractérise par la présence de symptômes dépressifs invalidants, mais en nombre insuffisant pour pouvoir poser le diagnostic d'épisode dépressif caractérisé. La dépression mineure est une situation à risque d'évolution vers un épisode dépressif caractérisé et est en soi associée à un mauvais pronostic fonctionnel. Néanmoins, nous disposons de peu de données sur la façon de prendre en charge ce trouble. Comme chez l'adulte jeune, la dysthymie correspond à une humeur dépressive chronique évoluant pendant au moins 2 ans et le trouble de l'adaptation à une réaction émotionnelle, tristesse de l'humeur et ou anxiété, à un stress identifié. Il y a peu de spécificité de ces troubles chez le sujet âgé et ils doivent être évalués et pris en charge
comme chez l'adulte non âgé. 2.1.3 Diagnostic positif. Comme chez l'adulte jeune, le diagnostic d'épisode dépressif caractérisé est retenu en utilisant les critères du DSM et de la CIM. Parallèlement, il faut caractériser l'épisode dépressif caractérisé, 2 points, en évaluant l'ancienneté des symptômes, en les situant par rapport à d'éventuels antécédents familiaux et personnels de troubles de l'humeur. Entre parenthèses, épisode dépressif à début tardif, point d'interrogation, troubles dépressifs récurrents, point d'interrogation, et troubles bipolaires, point d'interrogation. En recherchant les comorbidités non psychiatriques, les douleurs, les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies neurologiques, les troubles neurovégétatifs et donc neurodégénératifs, et psychiatriques comme les troubles anxieux, les addictions, les troubles de la personnalité. En évaluant le contexte de vie du patient, entre parenthèses décès du conjoint, de proches, isolement, difficultés financières, entrée en institution, etc. Les éléments de gravité de l'épisode dépressif caractérisé sont à rechercher en premier lieu par l'évaluation du risque suicidaire, avec l'identification des facteurs de risque, de l'intentionnalité suicidaire et de la dangerosité des moyens envisagés. Entre parenthèses, existence d'un scénario. Les symptômes délirants sont à évaluer. Les idées délirantes de persécution, d'incurie, de culpabilité, de ruine et le syndrome de Cotard. Le retentissement fonctionnel et médical non psychiatrique est également à évaluer, comme la perte d'autonomie, la dénutrition, etc. Le trouble bipolaire et les troubles anxieux sont diagnostiqués selon les mêmes critères nosographiques du DSM-5 et de la CIM-10 que l'adulte jeune, en insistant sur la recherche des comorbidités médicales non psychiatriques. 2.1.4 Les diagnostics différentiels. 2.1.4.1 Les pathologies médicales non psychiatriques. Les diagnostics différentiels concernent d'abord les pathologies non psychiatriques. Les troubles ioniques, métaboliques, neurologiques et cardiovasculaires doivent être recherchés. Un examen clinique complet est indispensable et orientera le bilan paraclinique éventuellement nécessaire. Ce bilan peut ainsi comprendre selon les besoins d'appel, NFS, ionogramme sanguin, calcémie, albuminémie, TSH, vitamine B9, B12, ECG, imagerie cérébrale, etc. 2.1.4.2 Les troubles psychiatriques. Les diagnostics différentiels psychiatriques concernent principalement les troubles délirants, lorsque la symptomatologie dépressive comporte des symptômes psychotiques, les troubles somatoformes et les troubles de l'adaptation. Donc les diagnostics différentiels psychiatriques concernent principalement 2 points les troubles délirants, les troubles somatoformes et les troubles de l'adaptation. 2.1.4.3 La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées comprennent à la fois des symptômes cognitifs, mais aussi des symptômes psychocomportementaux. Parmi ces derniers, il n'est pas toujours aisé de distinguer ceux qui relèvent d'un épisode dépressif caractérisé de ceux qui relèvent du processus neurodégénératif. Point. Par exemple, l'anédonie, retrouvée dans un EDC, et l'apathie se confondent souvent. Donc l'anédonie et l'apathie se confondent souvent, l'apathie étant principalement rencontrée dans les troubles neurocognitifs majeurs. 2.1.5 Prise en charge psychiatrique. L'orientation du patient vers une prise en charge spécialisée se justifie notamment en cas d'éléments de gravité et ou de symptômes sévères. L'orientation vers une hospitalisation, éventuellement sans consentement, peut se justifier en cas de symptômes dépressifs sévères ou graves, mettant en jeu le pronostic fonctionnel et ou vital. Donc mettant en jeu le pronostic fonctionnel ou le pronostic vital.
La prise en charge du risque suicidaire est souvent le motif principal d'hospitalisation. Le choix du traitement du trouble de l'humeur ou du trouble anxieux dépend de la sévérité des symptômes. Dans tous les cas, un suivi et une réévaluation régulière sont nécessaires. Un soutien psychologique et une psychothérapie peuvent être proposés. L'adaptation du contexte de vie du patient pour en limiter les éléments stressants et favoriser les facteurs protecteurs est à envisager. De nombreux médicaments, psychotropes, cardiotropes, antalgiques, anticancéreux, anti-hormonaux, etc. favorisent la survenue de symptômes dépressifs et l'adaptation du traitement du patient peut limiter le risque iatrogène de syndrome dépressif induit. Si les symptômes sont d'intensité légère, ces prises en charge peuvent permettre d'obtenir une rémission des symptômes en quelques semaines. En cas de symptômes d'intensité modérée ou sévère, la prescription d'un traitement antidépresseur se justifie, en privilégiant les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, IRS. Chez la personne âgée, le principe est de privilégier les molécules les mieux tolérées. Le rapport efficacité-tolérance est en effet un critère de choix encore plus important que chez le sujet plus jeune. Dans les épisodes dépressifs caractérisés et les troubles anxieux, les médicaments de première intention sont les antidépresseurs sérotoninergiques, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, IRS. Le traitement du trouble bipolaire du sujet âgé repose sur l'utilisation de thymorégulateurs, en particulier sur le lithium. 2.2. Les troubles psychotiques vieillis et tardifs. 2.2.1 Épidémiologie. La schizophrénie, qui se déclare la plupart du temps à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, n'est pas rare dans la population des plus de 65 ans. En effet, avec l'allongement de l'espérance de vie, de nombreux patients souffrant de schizophrénie atteignent maintenant un âge avancé. La prévalence de la schizophrénie dans la population âgée est tout de même inférieure à celle retrouvée dans la population adulte jeune, 0,6% versus 1%. Il y a probablement plusieurs raisons à cela. 2 points. D'une part, une rémission complète des symptômes est possible pour certains patients schizophrènes. Et d'autre part, le taux de mortalité prématurée, avant 65 ans, est 2 à 3 fois plus élevé chez les patients schizophrènes qu'en population générale. La première cause de cette surmortalité précoce reste le suicide. Mais toutes les causes naturelles sont également surreprésentées, notamment les maladies cardiovasculaires, respiratoires ou cancéreuses. En plus des patients schizophrènes qui vieillissent, il existe des formes de schizophrénie à début tardif, au-delà de 40 ans, voire très tardif, au-delà de 60 ans. Mais les troubles psychotiques du sujet âgé ne comprennent pas uniquement les troubles schizophréniques. En effet, les autres troubles délirants ne sont pas rares. 2.2.2 Sémiologie. 2.2.2.1 La schizophrénie vieillissante. Les critères diagnostiques et les symptômes de la schizophrénie vieillissante, entre parenthèses du sujet âgé ayant déclenché sa schizophrénie au début de l'âge adulte, sont sensiblement les mêmes que ceux du sujet jeune. 2.2.2.2 La schizophrénie tardive est très tardive. La schizophrénie tardive, début après 40 ans, et très tardive, début après 60 ans, se distingue par 2 points. Une prédominance féminine, davantage d'hallucinations, entre parenthèses hallucinations visuelles, synesthésiques, olfactives, et d'idées délirantes de persécution. Se distingue également par moins de symptômes de désorganisation et de symptômes négatifs, et plus de déficits sensoriels. Soulignons que la schizophrénie tardive fut individualisée dans la nosographie française sous le nom de PHC, psychose hallucinatoire chronique, dans le cadre des troubles délirants chroniques avec la paranoïa et la paraphrénie. 2.2.2.3 Les troubles délirants. Les troubles délirants, entre parenthèses, ou troubles délirants persistants selon la classification de la CIM-10,
sont fréquents chez le sujet âgé. Ils se distinguent de la schizophrénie par la présence isolée d'idées délirantes sans symptômes de désorganisation, ni de symptômes négatifs ou d'hallucinations. 2.2.3 Diagnostic positif. Le diagnostic positif de schizophrénie, qu'elle soit vieillie ou de début tardif, et du trouble délirant repose sur les critères DSM-5 et CIM-10. La caractérisation sémiologique repose sur l'identification des symptômes positifs, négatifs et de désorganisation, en insistant sur le retentissement fonctionnel. Les mécanismes, interprétatifs, hallucinatoires, imaginatifs, etc., les thématiques, persécution, mystique, et l'adhésion, degré de conviction, aux idées délirantes, doivent être également caractérisés. Donc il faut caractériser les mécanismes, les thématiques et l'adhésion aux idées délirantes. Les éléments de gravité sont à rechercher et en premier lieu la présence d'un épisode dépressif caractérisé comorbide et ou d'un risque suicidaire. Le retentissement fonctionnel et cognitif est à évaluer également, ainsi que les comorbidités non psychiatriques éventuelles. 2.2.4 Les diagnostics différentiels. 2.2.4.1 Les troubles de l'humeur avec caractéristiques psychotiques. Comme chez l'adulte jeune, les symptômes thymiques sont fréquents dans la schizophrénie et il est parfois difficile de distinguer la schizophrénie des troubles de l'humeur avec symptômes psychotiques. 2.2.4.2 Les symptômes psychocomportementaux de la démence. Les symptômes psychotiques sont fréquents dans la démence. Les idées délirantes dans la maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés correspondent souvent à des idées de persécution et ou à des troubles de l'identification en lien avec les troubles cognitifs. La maladie d'Alzheimer et troubles apparentés restent la première cause de symptômes psychotiques chez le sujet âgé du fait de leur prévalence. Les hallucinations visuelles peuvent notamment constituer des manifestations précoces de la démence à corps de Lévy, pour laquelle la prescription d'antipsychotiques reste déconseillée en raison des symptômes extrapyramidaux fréquemment induits. 2.2.4.3 Syndrome psychotique d'origine non psychiatrique ou induit par une substance psychoactive. La confusion est un syndrome très fréquent du sujet âgé, souvent associé à des symptômes psychotiques, notamment des hallucinations visuelles d'apparition brutale et qui disparaissent avec l'amélioration de la confusion. Les autres causes de troubles psychotiques d'origine médicale non psychiatrique incluent les pathologies neurologiques, métaboliques et endocriniennes. Également, certaines substances, comme les morphiniques ou les psychotropes, peuvent induire des symptômes psychotiques au même titre que le sevrage des benzodiazépines ou de l'alcool. En général, l'arrêt et ou le sevrage complet de ces substances conduit à la rémission des symptômes psychotiques. 2.2.5 Prise en charge psychiatrique. Le traitement pharmacologique des sujets âgés avec schizophrénie ou troubles délirants repose sur l'utilisation d'antipsychotiques de seconde génération, qui, à dose modérée, ont un profil efficacité-tolérance satisfaisant. La prise en charge de la schizophrénie ne se limite pas à la prescription d'antipsychotiques, mais doit être globale. Elle doit comprendre la surveillance des facteurs de risque médicaux non psychiatriques, notamment vasculaires, et viser à limiter les conséquences fonctionnelles et cognitives de la maladie. 2.3 Les symptômes psychiatriques des pathologies neurodégénératives et cérébrovasculaires. Donc les symptômes psychiatriques des pathologies neurodégénératives et cérébrovasculaires. 2.3.1 Épidémiologie. La description principe par Alois Alzheimer de la maladie qui portera son nom concernait une patiente de 51 ans dont les manifestations cliniques initiales étaient des idées délirantes de persécution et de jalousie. Secondairement, se sont installées des altérations mnésiques et aphaso-apraxo-agnosiques,
puis une apathie sévère qui a conduit au décès de la patiente par complication de décubitus. Dès la première description donc, les manifestations psychocomportementales sont apparues comme faisant partie intégrante du tableau clinique de la maladie d'Alzheimer. On sait désormais qu'il ne s'agit pas de simples comorbidités psychiatriques, mais que ces manifestations sont présentes chez plus de 80% des patients avec maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés. Les symptômes affectifs et comportementaux sont souvent de survenue précoce. Ils peuvent avoir des conséquences sévères pour le patient et son entourage. Ils sont en grande partie responsables de l'épuisement des soignants et des proches et se révèlent le motif le plus fréquent d'entrée en institution. Le terme de SPCD, symptômes psychologiques et comportementaux des démences, SPCD, symptômes psychologiques et comportementaux des démences, a été proposé par une conférence de consensus pour décrire l'ensemble de ces manifestations non cognitives. Il existe plusieurs types de SPCD. Si l'on se réfère à l'échelle psychométrique du NPI, Neuropsychiatric Inventory, la plus utilisée pour les caractériser, on en identifie 12. Les altérations les plus fréquentes et souvent les plus précoces sont les symptômes dits de retrait, que sont l'apathie et les symptômes dépressifs. Leur prévalence respective est estimée à 60% et 50% en moyenne. Les symptômes psychotiques, idées délirantes, hallucinations, sont également fréquents et sont souvent d'apparition plus tardive au cours des troubles neurocognitifs majeurs. Les autres symptômes psychologiques et comportementaux des démences sont l'agitation, l'agressivité, bien que différentes, chacune pouvant aller sans l'autre, l'anxiété, l'euphorie, la désinhibition, l'irritabilité, les comportements moteurs aberrants, notamment les stéréotypies, les troubles du sommeil et les troubles de l'appétit. 2.3.2 Sémiologie. Les idées délirantes sont classiquement de deux ordres dans la maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés. Il s'agit d'idées de persécution, le patient croit être en danger et ou que des personnes lui veulent du mal, et des troubles de l'identification. Ces derniers correspondent à une interprétation erronée, généralement en lien avec les altérations mnésiques et sensorielles. Les plus fréquentes sont les convictions délirantes que le patient se fait voler des objets, qu'il occupe un domicile qui n'est pas le sien, qu'une autre personne habite chez lui. Dans la maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés, ce sont les hallucinations visuelles qui sont les plus fréquentes. Elles sont favorisées par les déficits sensoriels qu'il convient de corriger. La présence d'hallucinations visuelles importantes doit faire évoquer une confusion ou une démence à corps de Lévy, dont c'est un critère diagnostique. Les symptômes dépressifs dans la maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés prennent rarement la forme d'un épisode dépressif caractérisé. Il s'agit le plus souvent de tristesse de l'humeur, de culpabilité, de pessimisme et d'idées de mort. Le risque suicidaire est à évaluer systématiquement. L'apathie se caractérise par une démotivation et une perte ou une réduction de l'initiation et ou des réponses du patient dans les domaines des comportements, des cognitions et des émotions, ce qui se traduit notamment par une diminution des conduites spontanées et par un émoussement, voire une indifférence émotionnelle. L'apathie diffère sémiologiquement de la dépression, même si les deux syndromes comportent des symptômes communs comme la perte des intérêts, mais également au plan pathogénique. Donc l'apathie diffère sémiologiquement de la dépression, mais également au plan l'apathie diffère sémiologiquement de la dépression, même si les deux syndromes comportent des symptômes communs comme la perte des intérêts, mais également au plan pathogénique. Ah oui, donc l'apathie diffère sémiologiquement de la dépression. Donc on retrouve dans la dépression et dans l'apathie des symptômes communs, comme la perte des intérêts, mais elles diffèrent aussi
sémiologiquement sur le plan pathogénique. L'anxiété peut se manifester par des symptômes d'attaque de panique, des ruminations, des cris ou des questionnements répétitifs. L'agitation, l'agressivité et l'irritabilité correspondent souvent à des accès de colère avec violence et opposition. L'euphorie se caractérise par une joie excessive, une tendance à la régression puérile et à l'humour excessif. La désinhibition correspond à une tendance à l'impulsivité et à une hyperfamiliarité avec perte des convenances. Elle s'inscrit souvent dans un syndrome frontal. 2.3.3 Diagnostic positif. Dans les maladies d'Alzheimer et apparentées, l'évaluation des SPCD doit être systématique, au même titre que les fonctions cognitives. Elle se fait avec le patient mais aussi avec ses proches. Elle consiste en 2 points, l'identification des SPCD, au besoin à l'aide d'échelles psychométriques comme le NPI, l'appréciation sémiologique précise, notamment pour la distinction entre idées délirantes et troubles de l'identification, ou encore pour la distinction entre anédonie et apathie. Elle consiste également en l'évaluation du contexte cognitif, médical non psychiatrique, environnemental du patient, consiste également en l'appréciation du degré d'urgence, de dangerosité ou de risque fonctionnel, et enfin consiste à apprécier le retentissement sur les proches du patient. Les SPCD ont souvent une origine multifactorielle et doivent faire l'objet d'une enquête étiologique. En particulier, les causes médicales non psychiatriques sont à rechercher en premier lieu. Un examen médical général, éventuellement complété par des examens paracliniques, recherchera notamment une douleur insuffisamment soulagée, un fécalome, un globe vésical, une infection, etc. Enfin, les changements environnementaux et ou les événements de vie stressants favorisant les SPCD sont à identifier. 2.3.4 Les diagnostics différentiels. 2.3.4.1 Les pathologies non psychiatriques. Comme les démences avec SPCD, le syndrome confusionnel comprend à la fois des troubles cognitifs et des manifestations psychiatriques. Contrairement au SPCD, le syndrome confusionnel comprend des symptômes d'apparition brutale en rapport avec une affection médicale non psychiatrique aiguë. Les symptômes fluctuent dans la journée. L'altération de la vigilance et la désorientation temporo-spatiale sont marquées. Les manifestations psychiatriques prédominantes comprennent généralement une agitation et des hallucinations visuelles. 2.3.4.2 Les troubles psychiatriques. Les SPCD peuvent se confondre avec les troubles de l'humeur, les troubles anxieux et les troubles psychotiques. 2.3.5 Prise en charge psychiatrique. La prise en charge d'un patient avec SPCD est globale. Elle intéresse à la fois le patient, son environnement et les interactions avec ses proches. Le traitement d'une cause éventuelle au SPCD est prioritaire, que ce soit une origine médicale non psychiatrique, psychiatrique ou iatrogène. Les approches non médicamenteuses sont à privilégier. L'éducation des proches et des soignants en EHPAD aux techniques de soins permet souvent de diminuer les SPCD. Les interventions non médicamenteuses par des équipes spécialisées peuvent être indiquées également, notamment par le biais de structures d'accueil spécialisées dans la prise en charge des patients avec maladie d'Alzheimer et troubles apparentés. Les traitements spécifiques de la maladie d'Alzheimer, inhibiteurs de l'acétylcholinestérase et antiglutamate, ont montré une efficacité modeste sur les SPCD et peuvent être prescrits dans le cadre de la prise en charge globale d'une maladie d'Alzheimer. Une hospitalisation est indiquée en cas de risque vital de mise en danger du patient ou des proches, lorsque les modifications thérapeutiques envisagées requièrent une surveillance médicale rapprochée, ou en cas de risque de maltraitance. L'hospitalisation sans consentement et les mesures de contention physique doivent rester exceptionnelles. La prescription de psychotropes est réservée aux SPCD avec un retentissement sévère et en cas d'échec des mesures non pharmacologiques.
En cas d'urgence, un traitement sédatif de courte durée peut être indiqué. Il repose souvent sur l'utilisation des antipsychotiques de seconde génération, en particulier la risperidone 0,25 à 1 mg par jour, qui a une AMM dans cette indication. Certains IRS, comme le citalopram, ont également démontré une certaine efficacité dans l'agitation du sujet dément. Les antipsychotiques ne sont pas indiqués dans les troubles de l'identification. Ils restent réservés aux symptômes psychotiques, entre parenthèses, hallucinations et éléments délirants, et réservés aux troubles du comportement perturbateur sévère, comme l'agitation, l'agressivité. Les antidépresseurs ne sont pas indiqués dans l'apathie, qu'ils ont tendance à majorer. Donc les antidépresseurs ont tendance à majorer l'apathie. Dans tous les cas, le rapport bénéfice-risque est à évaluer régulièrement et le traitement à arrêter dès que possible, le risque iatrogène étant élevé dans la population des patients avec SPCD. Point 3. Psychopharmacologie et vieillissement. 3.1. Les particularités de la prescription des psychotropes chez le sujet âgé. La surconsommation des psychotropes est un problème de santé publique qui concerne particulièrement les sujets âgés. En France, une personne de plus de 70 ans sur 2 bénéficie d'une prescription de psychotropes. Les benzodiazépines seraient prescrites régulièrement à plus d'un tiers des personnes de plus de 65 ans. En outre, 3% des plus de 65 ans, près de 6% des personnes de plus de 85 ans et 18% des patients avec une maladie d'Alzheimer consomment de façon régulière des antipsychotiques. Enfin, 13% des plus de 65 ans et 18% des plus de 85 ans consomment des antidépresseurs. Au-delà du coût financier, les psychotropes sont responsables d'une grande partie des accidents iatrogènes chez le sujet âgé. Les études épidémiologiques montrent une inadéquation entre diagnostic psychiatrique et traitement psychotrope, aussi bien dans le sens de l'absence d'un usage en présence d'un trouble avéré que dans celui d'un usage en l'absence de trouble avéré. Par exemple, il a été montré qu'un tiers des sujets avec un épisode dépressif caractérisé de plus de 65 ans bénéficient d'un traitement antidépresseur, alors qu'un autre tiers consomme uniquement des anxiolytiques et que le dernier tiers ne reçoit aucun traitement psychotrope. De plus, les anxiolytiques et les hypnotiques sont souvent prescrits en l'absence de diagnostic psychiatrique établi. En outre, 2 fois sur 3, les anxiolytiques et les hypnotiques sont prescrits au-delà de 3 mois, dépassant ainsi les recommandations de bonne pratique. Le vieillissement provoque une diminution physiologique des capacités fonctionnelles de la plupart des organes du corps humain. La prise en compte de ces modifications et de leurs conséquences en termes de pharmacocinétique et de pharmacodynamie est nécessaire à une bonne prescription des psychotropes. Enfin, les personnes âgées sont sujettes à la polymédication et ainsi exposées au risque d'interaction médicamenteuse. La prudence face au risque d'effets indésirables implique une rigueur dans la prescription. Il s'agit avant tout de ne pas nuire. Les règles fondamentales sont les suivantes. Débuter à une posologie en général plus faible que chez l'adulte jeune. Les augmentations posologiques, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent se faire lentement. Règle dite du start low, go slow. Il est recommandé de ne prescrire qu'un seul psychotrope par classe, en évitant les associations et en modifiant un seul psychotrope à la fois. Enfin, peut-être plus encore que chez l'adulte jeune, il semble important d'évaluer régulièrement l'efficacité en recourant au besoin à des échelles validées chez le sujet âgé afin de s'assurer que le traitement est utile. Enfin, peut-être plus encore que chez l'adulte jeune, il semble important d'évaluer régulièrement l'efficacité en recourant au besoin donc si besoin, il faut recourir à des échelles validées chez le sujet âgé afin de s'assurer que le traitement est utile. 3.2. Les principales classes de psychotropes et les modalités d'usage chez le sujet âgé. 3.2.1 Les anxiolytiques.
Les benzodiazépines sont le traitement de référence face à des symptômes anxieux aigus. Elles sont efficaces rapidement et bien tolérées chez le sujet âgé, si la prescription respecte les recommandations de bonne pratique. Et donc les bonnes pratiques sont faible posologie, durée de prescription limitée, dans tous les cas au maximum 12 semaines pour les anxiolytiques et 4 semaines pour les hypnotiques. Et privilégier les molécules à demi-vie courte, inférieure à 20 heures, oxazépam, lorazépam. Les benzodiazépines ne sont pas recommandées dans le traitement des troubles anxieux chroniques. Les effets indésirables des benzodiazépines peuvent être particulièrement marqués chez le sujet âgé, notamment la sédation, les troubles cognitifs, les risques de chute et le risque de dépendance. Face à une prescription au long cours des benzodiazépines, il est recommandé d'envisager un sevrage progressif, limitant le risque d'effets indésirables à court et long terme. 3.2.2 Les antidépresseurs. Les IRS, citalopram, sertraline, sont le traitement de première intention des épisodes dépressifs caractérisés du sujet âgé en raison de leur efficacité et de leur tolérance. Ils exposent aux mêmes effets indésirables que chez le sujet jeune, notamment aux effets digestifs et au risque de sécrétions inappropriées d'hormones antidiurétiques, SIADH. Contrairement aux antidépresseurs tricycliques, qui sont déconseillés en première intention chez le sujet âgé, les IRS sont moins à risque d'effets anticholinergiques et d'effets indésirables cardiaques, quoique certains aient été associés à un risque d'allongement du QT. D'autres antidépresseurs peuvent être utilisés chez le sujet âgé. Les IRNSA, venlafaxine, duloxétine, milnacipran, sont efficaces et globalement bien tolérés chez le sujet âgé. La mirtazapine et la mianzérine sont également efficaces et globalement bien tolérées chez le sujet âgé. A l'inverse, les antidépresseurs tricycliques ou imipraminiques, clomipramine, amitriptyline, etc. sont déconseillés chez le sujet âgé en raison de leurs effets indésirables importants, notamment cardiotoxiques, entre parenthèses, augmentation du QT, et anticholinergiques. 3.2.3 Les thymorégulateurs. Les principes de l'utilisation des thymorégulateurs chez le sujet âgé sont sensiblement identiques à ceux de l'adulte plus jeune, avec cependant un risque d'effet secondaire plus élevé. Comme pour l'adulte jeune, le traitement de référence est le lithium, mais l'élimination rénale du lithium complique son utilisation chez la personne âgée dont la clairance rénale est souvent diminuée. De plus, le lithium interagit avec de nombreux médicaments couramment prescrits chez le sujet âgé. Les diurétiques, IEC, AINS. Les anticonvulsivants, acide valproïque, lamotrigine, sont des alternatives au traitement du trouble bipolaire chez le sujet âgé, mais ils exposent également à des effets indésirables sévères. 3.2.4 Les antipsychotiques. Les antipsychotiques de seconde génération, risperidone, olanzapine, aripiprazole, ont moins d'effets secondaires que les antipsychotiques de première génération, en particulier moins de symptômes extrapyramidaux et anticholinergiques. Néanmoins, le sujet âgé reste particulièrement exposé au risque de symptômes parkinsoniens qui peuvent apparaître précocement après le début du traitement et au risque d'effets anticholinergiques qui peuvent être particulièrement délétères chez le sujet âgé. En outre, les antipsychotiques exposent à des risques cardiovasculaires potentiellement graves. Enfin, chez le patient avec maladie d'Alzheimer et troubles apparentés, la prescription d'antipsychotiques de seconde génération est associée à une surmortalité, notamment par accident vasculaire cérébral. Leur utilisation dans les SPCD doit donc être prudente et doit se limiter aux états délirants et ou hallucinatoires, ainsi qu'aux troubles du comportement perturbateur sévères, agitation, agressivité.
Parmi les antipsychotiques de deuxième génération, la risperidone est le traitement de première intention recommandé dans la plupart des troubles psychotiques du sujet âgé, en particulier en raison d'un moindre risque d'effet parkinsonien et de sa demi-vie courte, demi-vie de 6 heures. En résumé, les troubles psychiatriques du sujet âgé sont fréquents et présentent des spécificités. Donc les troubles psychiatriques du sujet âgé sont fréquents et présentent des spécificités tant dans leur présentation clinique que dans leur prise en charge, notamment en raison des comorbidités médicales non psychiatriques et de l'évolution de l'environnement socio-affectif. Les troubles de l'humeur et les troubles anxieux, associés à des conséquences fonctionnelles majeures et à un risque suicidaire élevé, ne sont pas toujours faciles à identifier. La schizophrénie et les autres troubles délirants ne sont pas rares chez le sujet âgé et peuvent, dans certains cas, se déclarer tardivement, après 40 ans, voire après 60 ans. Il faut également insister sur les symptômes psychiatriques et psychocomportementaux associés aux pathologies médicales non psychiatriques. Donc il faut également insister sur les symptômes psychiatriques et psychocomportementaux qui sont associés aux pathologies médicales non psychiatriques et tout particulièrement aux maladies neurodégénératives et cérébrovasculaires. Ils répondent eux aussi à une sémiologie et une prise en charge spécifiques. Enfin, il convient de connaître les particularités de l'utilisation des psychotropes chez le sujet âgé pour optimiser les prises en charge et limiter le risque de prescriptions inappropriées aux effets iatrogènes délétères. Fin de la lecture de l'item 68 du référentiel de psychiatrie et d'addictologie sur les troubles psychiques du sujet âgé.